nouvelle semaine des formations sur Métropole. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver. À la une de ce soir, la chef du BINU, Maria Isabelle Salvador, demande au comité des sanctions de mettre rapidement à jour la liste des individus et entités désignés par les experts. Elle a fait ces déclarations lors de son intervention ce lundi devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le chargé d'affaires AI des États-Unis en Haïti, Eric William Strohmayer, confirme le déploiement prochain en Haïti de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Le diplomate rappelle que cette mission ne viendra pas pour appuyer un leader politique ou un parti quelconque. Plus de 300 000 Haïtiens ont déjà quitté le pays en direction du Mexique, en passant par le Nicaragua. Des chiffres ont été communiqués par une source fiable. En moyenne, une quinzaine de vols sont effectués chaque jour, toujours selon cette même source. Dorochef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme on le disait en titre, la chef du BINU, Maria Isabelle Salvador, a invité le comité des sanctions à mettre rapidement à jour la liste des individus et entités désignés par les experts. Lors de son intervention ce lundi devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Mme Salvador a souhaité le déploiement de la mission de soutien de sécurité en Haïti en vue de combattre les gangs. Par ailleurs, selon Mme Salvador, les élections sont le seul chemin et le seul impératif pour restaurer les institutions démocratiques en Haïti. La mission multinationale de soutien à la sécurité sera déployée en Haïti dans le but de rétablir la sécurité dans le pays. C'est ce qu'a fait savoir le chargé d'affaires AI des États-Unis en Haïti, Eric William Strohmayer. Le diplomate a fait remarquer que cette mission ne viendra pas pour appuyer un leader politique ou un parti quelconque, mais elle sera là pour lutter contre les gangs. Il a indiqué que des balises ont été mises en place afin d'éviter les erreurs du passé. La mission multinationale pour supporter la sécurité, c'est pour soutenir le peuple haïtien pendant le travail avec la police nationale d'Haïti, la PNH. Mission pour améliorer la capacité PNH là, pour lui faire face à des actes de violence généralisés gagnants, tant que des actes assassinats, agressions sexuelles sur femmes actives, recrutement mineur et l'autre violation de droits humains. L'innécessaire pour nous combattre l'insécurité, pour créer bonnes conditions pour stabilité durable et croissance économique, le peuple haïtien a besoin en pile. Déploiement ça a fait soudainement autorité haïtienne, une grande partie non responsable business dans le pays d'Haïti, société civile, secteur religieux, ensemble avec organisations non gouvernementales locales et internationales. Mission ça, pas un objectif pour les supporter un leader politique ou soit un parti politique quelconque. Nous continuons à mettre priorité sur une solution politique que les Haïtiens joignent pour compte yo. Et puis qui est basée sur un consensus pour rétablir l'ordre démocratique en Haïti. Les États-Unis ont renouvelé l'appel par tout acteur pour demander élargir l'accord politique et puis rétablir l'ordre démocratique dans le pays. Nous prenons leçon sur ce qui était passé déjà avec bonne pratique nous joignent dans l'expérience Nations Unies et États-Unis dans question mission internationale. États-Unis réussit à mettre dans résolution Conseil de sécurité Nations Unies une série de dispositions solides pour les gens qui commettaient violation de droits humains prendre responsabilité. Résolution en demandait clairement pour créer une série de mécanismes qui contrôlaient et surveillaient pour capables de prévenir, mener enquête, combattre et rapporter publiquement toute violation ou soit abus sous droit humain, tant que exploitation sexuelle et l'autre qualité abus. Liguer là dans toute prévision pour contrôler personnel mission et puis faire formation avant et pendant déploiement mission. Tant que le secrétaire Blinken a déclaré dans la date 22 septembre, nous gagnons intention de travailler avec le Congrès nous pour bailler 100 millions de dollars pour supporter la mission. Le département de défense nous pour bailler un coquin chaîne support dans le domaine logistique, matériel et services, ensemble la formation spécialisée pour assurer nous que la mission multinationale pour supporter la sécurité ça réussit. Le peuple haïtien méritait
pour le santé en sécurité assez pour les sortir la caille. Reprend activité business et puis aller voter dans l'élection pour les choisir de façon démocratique et un gouvernement qui représentait intérêt li. Toutes amis Haïti, ils souhaitaient que mission multinationale pour supporter la sécurité permette de réaliser l'objectif là. Notre invité à Metro News ce soir, c'est l'expert en défense et en sécurité, Ricardo Germain. Avec lui, nous allons parler du rapport du Conseil de sécurité de l'ONU et notamment de la mission multinationale de soutien à la sécurité qui doit venir en Haïti sous peu. Monsieur Ricardo Germain, bonsoir et merci de votre disponibilité à Metro News. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous pour pouvoir faire le point sur le rapport du groupe d'experts et notamment la mission qui est prévue très bientôt sur Haïti. Alors, nous savons que le Canada, les États-Unis et l'ONU prennent des sanctions contre certaines personnalités haïtiennes qui, selon eux, soutiennent des gangs. Est-ce que vous partagez cette position de ces instances ou de ces pays? Si je partage cette position, c'est oui. En d'autres termes, quelle est votre compréhension de ces sanctions? Bon, le fait qu'on prenne des sanctions contre des personnalités, ce n'est pas un fait inhérent à Haïti. Et d'ailleurs, ça arrive dans beaucoup de pays qui confrontent ce genre de situation. Et c'est le cas du Mali. Donc, oui, c'est un élément parmi tant d'autres pour pouvoir trouver une solution. Mais toujours est-il que ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas la remède finale. Donc, à côté des sanctions, il faut bien dire qu'il y a d'autres mesures et c'est notamment ce qui est visé à travers le déploiement de la force multinationale. OK, vous avez dit que à côté de ces sanctions, il faudrait d'autres mesures. Donc, en d'autres termes, d'autres mesures pour accompagner ces sanctions. À quelles mesures faites-vous allusion? Non seulement du déploiement de la force, comme je viens de le dire tantôt, mais ça doit être accompagné des réformes, notamment des réformes du secteur de la sécurité et de la justice, mais également des mesures de politique publique. Mais déjà, je dois vous dire que les sanctions, ça reste un acte politique. Ce n'est pas un acte judiciaire parce que cela ne veut pas dire que le fait que vous soyez sur sanctions, que catégoriquement, vous êtes sur le coup d'un mandat international ou un mandat national. Vous dites que ces sanctions révèlent d'un acte politique et non judiciaire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous entendez par là? Ce que je veux dire, c'est que effectivement, quand vous êtes sous sanction, vous subissez une peine affligeante. Toujours est-il que le fait que vous soyez sur une liste de sanctionnés, votre nécessaire, ça affecte certes votre réputation, votre moralité, mais du coup, on ne peut pas vous traîner en justice sur la base d'une sanction, moyennant qu'il y a une plainte. Donc, bon, certaines personnalités qui sont sanctionnées disent que c'est un acte de persécution politique et disent même que leurs avocats vont continuer ou du moins vont dire tout carrément que ce sont des actes politiques. Donc, est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer afin que cette nuance qu'il y a, puisque vous dites que c'est un acte politique et non judiciaire, est-ce que selon vous, ces sanctions ne sont pas justifiées? Ce n'est pas que les sanctions ne soient pas justifiées, bien qu'il y a un problème avec le rapport. Le rapport a fait montre d'une certaine légèreté. Je ne dis pas que le rapport n'a pas sa place. Tout au contraire, il a toute sa place, mais il y a cette preuve de légèreté qu'exprime le rapport. Mais est-ce que sur la base d'une sanction, on peut vous mettre en prison? Ce n'est pas le cas. Parce que c'est qu'il y a le Conseil de sécurité, ce n'est pas un tribunal. Ce n'est pas un tribunal. Le comité
Et le comité de sanction n'est pas aussi le tribunal, encore moins le groupe d'experts. C'est juste qu'on a fait un travail sur la base d'enquête, sur la base d'informations recueillies, des informations qui peuvent être erronées, il y a ça également, mais qui peuvent être aussi corroborées. D'ailleurs, c'est pour cela que les États-Unis annoncent, bien entendu, la mise en place d'une unité d'enquête et de poursuite. Mais comme je le disais tantôt, c'est pas que voilà, c'est un tribunal qui a tranché, ce n'est pas le cas. Donc de ce fait, ça reste, on doit prendre les sanctions pour ceux qui le sont, un acte politique. D'ailleurs, ça arrive que des gens, des États qui se retrouvent sous les coups des sanctions arrivent à contourner les mécanismes de sanctions. Vous avez... Mais je poursuis, comme je le disais tantôt, ça traîne un risque réputationnel parce que du moment que vous êtes sur une liste de sanctions, il y a des entreprises et même des personnalités qui ne voudront pas avoir affaire avec vous. Parce que, alors, bien qu'on ne pratique pas, bien sûr, en Haïti, mais dès que quelqu'un est sur sanction, par exemple, une entreprise à l'international, ces entreprises-là, elles pratiquent ce qu'on appelle le due diligence. Donc, on va voir que, voilà, si vous êtes une personnalité politiquement exposée, sanctionnée d'autant plus, donc on dira que voilà, on ne va pas faire affaire avec vous. Donc, du coup, ça peut vous paralyser sur certains points, même quand on a pu retrouver des cas où des gens alors des gens ont pu contourner les mécanismes de sanction à travers des traitements. C'est l'un des exemples. Donc, voilà. Ok, vous avez mentionné la légèreté du rapport. Justement, ce rapport qui a été publié le 19 octobre dernier, présenté devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Puisque vous avez fait mention de légèreté dans ce rapport, est-ce que vous pouvez brièvement nous dire quels sont selon vous les points faibles ou du moins les légèretés mentionnées dans ce rapport, notamment les points forts également? Parce que ce qu'il y a, c'est... En fait, je connais des gens qui sont beaucoup plus amers à travers le rapport, qui disent tout simplement qu'il n'y a pas de rapport. Moi, je ne m'explique pas dans cette logique. Le document, comme je le disais, a toute sa place. Mais déjà, il faut dire que c'est un document qui fait 40 pages. Donc, qui ne dit pas tout. Ça reste un rapport, bien qu'on parle de rapport final, mais en toute logique, ça reste un rapport partiel. Maintenant, ce qui donne l'impression que c'est un rapport partiel. D'autant plus qu'il y a un problème au niveau de la méthodologie, ça s'explique parce que les experts, ils ont suivi une norme, et c'est la norme 2006-997, ils ont suivi cette norme-là, mais cette norme-là, elle n'est pas assez exigeante sur la méthodologie, mais aussi, il y a un problème au niveau de l'approche, on ne connaît pas le nom de ces experts-là, contrairement à d'autres rapports qu'on produit sur le Mali, sur le Yémen notamment. On ne connaît pas le nom de ces experts-là, encore moins leur domaine d'expertise. Mais également, en termes de contenu, il y a des abus de concept. Or, dans la norme, il est dit que du moment que le rapport manque de rigueur, ça devient hypothétique. On peut rejeter le rapport de revers de main pour dire que voilà, c'est manquant. Mais ça reste, pour moi, le rapport fait preuve de légèreté parce que c'est un rapport accusateur et c'est un rapport qui peut mettre en ébullition tout un pays. Donc, pour moi, on aurait dû, à travers la méthodologie utilisée, de définir la limite du rapport parce que ça reste aussi un rapport conjoncturel, pardon, on n'a pas dit. Donc, du coup, certains ont comme l'impression que le rapport a voulu viser tel groupe et laisser tel groupe de côté. Ou du moins, viser telle personnalité ou laisser telle autre personnalité de côté. Mais c'est juste que déjà, au niveau des Nations Unies, les rapports, généralement, ils sont limités à moins de 50 pages. Mais là, maintenant, au niveau des annexes, on a tenté de combler ce déficit-là. Mais toujours, c'est encore manquant la méthodologie et du coup, la limite du rapport est définie. On ne connaît pas la qualité des qui ont été interviewés, celles qu'on a
rencontrer des gens. Maintenant, quelles sont les raisons politiques de ces gens-là? Le rapport ne l'a pas dit, sinon qu'ils ont mentionné que ce sont des experts nationaux sur les questions politiques et économiques haïtiennes. Mais je disais tantôt qu'au niveau du contenu, il y a un problème. D'ailleurs, dans le rapport, il est mentionné que le président Nathalie a été contraint à la démission. Vous voyez? On parle par exemple de piratage maritime dans le rapport, alors que dans le cas d'Haïti, il y a un piratage maritime par rapport au piraterie. Pour qu'il y ait piraterie maritime, euh, ça se produit dans les eaux internationales, ce n'est pas encore le cas pour ce qui concerne Haïti, donc il n'y a pas de piraterie. Donc il y a assez d'éléments qui demandent à ce que le rapport, à mon avis, soit rectifié pour que ça ça accorde tout son poids dans la balance. Alors, le rapport, pour moi, doit accentuer beaucoup plus sur les évidences afin que certains ne se sentent pas lésés dans leurs intérêts politiques ou dans leur personne. Puisque vous aviez parlé de caractère accusateur de ce rapport, quelqu'un qui est mentionné dans ce rapport, qu'est-ce que cette personne devrait faire selon vous, puisque vous avez parlé du caractère accusateur de ce rapport? Non, en fait, il y a une annexe également qui essaie de combler le déficit qu'il y a au niveau de la méthodologie, qui dit que toute personne visée par le rapport a un droit de réponse. Ce droit de réponse, on peut le faire durant la rédaction même du rapport, et tel a été le cas pour l'ancien premier ministre Laurent Lamothe. Et on a pris en compte également sa version des faits dans le rapport, mais on peut revenir sur les faits à la suite de la publication du rapport pour exprimer que voilà, ce que l'on accuse, je ne suis pas tout à fait coupable. Donc, il y a ce droit de recours, et c'est exprimé dans l'annexe 1 d'ailleurs du rapport. Alors, puisque l'objectif même des États-Unis, que ce soit des États-Unis ou du Canada, c'est d'aider à combattre la violence des gangs dans le pays. Est-ce que vous voyez en cela une lueur qui va aider à apaiser le climat sécuritaire en Haïti? Voilà, c'est un premier pas parmi plusieurs pas qui restent à faire. Parce que là, je dois vous dire que à la suite de la publication du rapport, les États-Unis ont annoncé la mise en place d'une unité transnationale d'enquête et de poursuite. Cela voudrait dire que soit les preuves, parce que les experts disent détenir des preuves, soit ces preuves sont manquantes, soit les États-Unis agissent de manière unilatérale parce que, on doit le signaler, et les États-Unis ont leur propre stratégie sur la question haïtienne. Donc, il y a une stratégie qui s'échelonne sur une période de 10 ans et mise en place par les États-Unis pour la prévention de la paix. Donc, alors pour la consolidation de la paix, la prévention du conflit. Donc, il y a également cette stratégie en parallèle. Donc, c'est un pas parmi tant d'autres, sauf que, comme je le disais tantôt, le rapport, ça reste perfectible, il a toute sa place, en dépit des faiblesses qu'on pourrait déceler. Donc, cela ne pas. On peut toujours appuyer sur ce rapport. D'ailleurs, le rapport a fourni pas mal d'éléments qui pourraient servir aux décideurs haïtiens pour résoudre le problème. Alors, pour finir, Ricardo Germain, la mission multinationale doit venir en Haïti. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou sceptique quant à l'aide de cette mission pour aider à rétablir la paix et la sécurité dans le pays? Je reste optimiste dans la mesure où, avec une telle mission, la police nationale d'Haïti présentement a été soufflée. Avec une telle mission, la police nationale pourrait reprendre son souffle. Cela pourrait aider à contenir le problème en attendant qu'on arrive à trouver une solution finale et définitive à ce cancer qui ronge la société. Maintenant, je voulais revenir sur le rapport parce que le rapport a fait pas mal de recommandations. Et parmi ces recommandations, si vous permettez cette parenthèse, c'est encore concernant la faiblesse qu'il y a dans le rapport. Le rapport disait avoir visité quatre endroits dans le pays, mais
Donc, parmi ces endroits-là, le grand absent, c'est le département de l'Artibonite. OK? Donc, là, pour moi, pour corroborer les témoignages des faits qu'on aurait dit sur ce département. Maintenant, pour revenir à votre question, il y a pas mal de recommandations dans le rapport, mais un point qui, à mon avis, manque, c'est que le problème que traverse Haïti, en dehors de la dynamique nationale, il y a aussi une dynamique régionale, une dynamique géopolitique régionale, parce qu'il n'est pas question d'Haïti qui traverse cette crise, c'est toute la région. Sauf que Haïti est moins résilient par rapport aux autres pays. Maintenant, dans le rapport, on parle d'embargo sur les armes, mais la manière dont on articule ce point-là, c'est comme quoi le trafic d'armes qui se fait en Haïti, c'est un trafic qui répond au modèle Wilson, ou encore le trafic qui s'aligne sur le marché blanc et des armes et des munitions. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il est toujours difficile d'appliquer un embargo sur le marché noir des armes et des munitions, ou encore sur le modèle qu'on appelle le modèle Boots. Donc, ça, là, je suis dans la technicité. Maintenant, comme je le disais, c'est une dynamique, ça répond à un problème transnational, puisque c'est une dynamique qui affecte toute la région. Dans les recommandations, on n'a pas plaidé à ce qu'il y ait un complexe de sécurité. Qu'est-ce qu'on entend par complexe de sécurité? Mais dans le sens, alors, par complexe de sécurité, il faut voir un mécanisme de coopération par lequel les États ils coopèrent et ils définissent ensemble une architecture de sécurité pour pouvoir résoudre un problème commun. Parce que dès qu'on parle du trafic d'armes, de drogue et de munitions, ça ne concerne pas un pays, mais ça concerne plusieurs pays. Donc, il faudrait aider effectivement pour ce complexe de sécurité. Ce n'est pas mentionné dans les recommandations. Alors, merci Ricardo Germain, merci d'avoir fait le point sur ce rapport avec nous. Merci infiniment. Et c'est à moi de vous remercier et puis, comme d'habitude, je reste à votre disposition au besoin. C'était avec nous Ricardo Germain, l'expert en défense et en sécurité. Avec lui, nous avions parlé du rapport du Conseil de sécurité de l'ONU et notamment de la mission multinationale qui doit venir en Haïti. Autre point de l'actualité, un document baptisé Déclaration de Montréal a été ratifié en août dernier au terme d'une convention des acteurs de la diaspora. Brisons les murs, construisons les ponts pour mettre le pays en chantier. Tel était le thème de cette convention. Le délégué général de la Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe, Samuel Collin, explique que toutes les discussions lors de cette activité ont été orientées vers le rétablissement de la sécurité en Haïti. Pour qui ça nous dit mettez le pays en chantier, brisons les murs, construisons les ponts, Wendell, nous comprenons que actuellement là, nous considérons que le pays, il faut que nous mettions en chantier, il faut que nous reconstruisions le pays. Et pour nous reconstruire le pays, les étapes nous développent et gagnent. Et une étape, c'est retourner le pays dans une situation normale. Et parce que nous connaissons une situation d'insécurité généralisée dans le pays, qui vraiment bloquait toute bagaille, tout effort, toute initiative de développement. Donc, du coup, pour nous capables de retourner dans la normalité, il faut que nous posions des questions. Et en tant que citoyens haïtiens, pour nous comment nous sortir, qui route pour nous prendre pour nous sortir. Et c'est ça qui fait nous orienter toute discussion vers une question qui c'est comment rétablir la sécurité en Haïti. On est que nous parlons de comment rétablir la sécurité et d'après un ensemble des acteurs, des réflexions d'experts haïtiens, ils ont pensé que la sécurité, pour nous rétablir la sécurité en Haïti, il faut que nous gardions de près la question de gouvernance, et parce qu'ils ont accusé en pile majorité dans le parti par eux, ils ont dit que c'est mauvaise gouvernance qui baille l'insécurité. Avait dit son pays, pour passer, pour rétablir la il faut qu'il y ait une bonne gouvernance là-dedans. Parce que faut que nous sortions dans la mauvaise gouvernance et qui prend le bord pour un ensemble de signaux clairs pour nous capables de la sécurité. Et c'est ça qui fait nous diagnostiquer en profondeur question
mauvaise gouvernance dans le pays depuis un ensemble de périodes que le pays connaît et des périodes d'instabilité politique. Et si je dis en Haïti, toujours trouvé dans le chaos total, dans le chaos, dans le grand bordel, et nous connaissons, c'est parce que il y a un ensemble de décisions, un ensemble de bagages qui fait qu'il ne pas arriver là. Depuis que le Premier ministre prend le pouvoir, installé ce pouvoir par un tweet international qui est fait pour rétablir la sécurité, pour que les citoyens haïtiens soient capables de jouer une vie normale. Donc, nous ne pouvons pas dire que l'obligation de résultat, ça, est cachée derrière la demande, et pour nous dire, OK, comme moi, on est que pas rétablir la sécurité, il faut demander un bagage juste pour qu'on que c'est ça qu'on fait. Donc, du coup, nous te dit que nous comprenons que la situation qui a brassé le pays en Rwandel, nous ne pouvons pas sortir tout seul. Nous avons besoin d'un accompagnement. Sauf que l'accompagnement de besoin, il n'est pas doué, accompagnement pas doué non plus, retirer, ça me fait que ce soit une obligation de résultat. Effectivement, nous avons besoin d'un accompagnement, mais nous n'avons pas besoin, comme vous connaissez le passé, un ensemble de passé, un ensemble d'interventions qui fait et qui pas aucun résultat et qui baille. Effectivement, nous sommes capables besoin toujours d'un accompagnement technique. Mais nous connaissons qu'à travers l'histoire, à travers l'ensemble des bagages passés, ce n'est pas une intervention côté nous avons l'autre soldat et étrangers qui viennent par la sécurité, ça ne peut pas jamais faire, qui ne peut pas jamais solder sur des bonnes choses. Et c'est ça qui fait, dans le document Montréal, là, nous appeler les décideurs internationaux pour être capables de prendre conscience, pour être capables de tirer les leçons de tout échec intervention qui était faite déjà et pour adapter, pour ne pas infantiliser nous, les Haïtiens, pour nous capables d'une stratégie haïtienne, pour nous voir comment nous capables de sortir des crises là. Des dirigeants de plusieurs pays d'Amérique latine, dont Haïti, Cuba et Venezuela, ont appelé les États-Unis à mettre fin à leur politique sélective en matière d'immigration. Ils ont fait cette déclaration lors de la réunion qui s'est tenue le week-end dernier à Palenque, dans le sud du Mexique, qui portait sur l'immigration clandestine vers les États-Unis. Dans une déclaration commune lue par la ministre mexicaine des Affaires étrangères, Alicia Bárcena, ces dirigeants ont aussi réclamé l'élargissement des voies de migration régulières, ordonnées et sûres. Le Nicaragua, cette nouvelle terre de transit pour les Haïtiens voulant se rendre aux États-Unis. Cette situation qui crée de la panique même au niveau de l'aéroport Toussaint-Louverture. Notre reporter, notre collaborateur Rodolphe Pierre-Louis a été à l'aéroport Toussaint-Louverture. Avec lui, sur le plateau, nous allons faire le point sur cette situation. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir Rose Berline, bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme je le disais tantôt, le Nicaragua devient la terre d'opportunité pour les Haïtiens pour transiter vers les États-Unis. En effet, et aujourd'hui, on a été à l'aéroport international Toussaint-Louverture parce que la question fait débat dans la capitale. Et justement, les jeunes sont nombreux. C'est une catégorie de jeunes qui manifestent la volonté de se rendre vers les États-Unis, mais en passant par le Nicaragua, pays de transit, comme vous l'avez dit précédemment, pour se rendre au Mexique. Donc là maintenant, il y en a qui ont dépensé près de 2 à 3 000 $ pour se rendre dans ces pays-là. Mais la question, c'est qu'il y en a qui sont préoccupés par cette situation, à savoir au niveau de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Ils sont nombreux, ils veulent à tout prix atteindre l'objectif, donc ils sont même prêts à y passer la nuit. D'ailleurs, il y a un monde qui est sur place, qui rencontre ensemble avec nous, qui dit nous que il y a un monde qui gagne 2, 3, 4 jours depuis à dormir là, parce que parfois on leur dit que ça va leur coûter 2500 $ américains. Et voilà que quand l'avion arrive, eh bien, les prix augmentent, c'est 3 000. Les gens qui te gagnent 2500, ils ne sont pas capables d'aller, donc ils sont obligés d'attendre l'autre vol. C'est ça qui gagne 3 000, ils même qui gagnent possibilité d'aller. Comme là, ça, c'est à qui est-ce que comme ça, on va parler nous là? Donc là, on a voulu avoir certaines informations par rapport à toute somme que vous-même dépensé. Mais là, on a eu un petit problème, c'est que l'accès à l'information
c'est limité C'est là maintenant. Et on a voulu avoir également des informations en ce qui concerne les vols. Donc finalement, d'une source fiable, on sait que par jour, en moyenne, il peut y avoir une quinzaine de vols. Et chaque avion, ça est capable de en quantité de 150 jusqu'à 200. Moun yo même jeune cap laissé pays pays transit au Nicaragua pour arriver au Mexique. Donc là, c'est toujours même sur ça, lui-même qui expliquait nous que la situation commence à provoquer de nombreuses questions au sein de l'aéroport international. D'ailleurs, toujours concernant cette même source, il y a eu aujourd'hui une réunion sur la question d'adopter de nouvelles dispositions pour savoir qu'est-ce qu'on va faire par rapport à des jeunes qui ont même quitté la caillou valise dans il y a dormi dans l'aéroport là jusqu'à ce que finalement ils atteignent l'objectif. On ne sait pas non plus qui organise les vols pour ces jeunes, on ne sait pas. Eh bien, selon ces jeunes qui n'ont pas voulu cracher le morceau, mais certains d'entre eux ont fait savoir que parfois ils passent par des agences de voyage, parfois c'est par des particuliers, parfois c'est par le biais de quelqu'un qui travaille dans une institution. Donc c'est assez compliqué pour déterminer quelle est réellement la source qui leur permet de bénéficier de ces voyages. Mais ce qui est sûr et certain, c'est le montant. Donc il y en a qui ont dit c'est 2500, il y en a qui ont dit que c'est 3000, il y en a qui vont même plus loin en affirmant que c'est 4000 $ qu'ils dépensent afin de pouvoir se rendre dans une terre étrangère. Mais ces montants, en fait, les compagnies aériennes, ce ne sont pas les compagnies que nous connaissons forcément. Là maintenant, il y a eu des petites enquêtes pour savoir est-ce que vraiment ce sont les compagnies les plus connues en Haïti. Mais d'après ce qu'on nous a dit, c'est que gain de vol qui fait, c'est pas des compagnies que moun qu'on prend pour capable de voyager pour aller tel côté. Non, c'est d'autres compagnies eux-mêmes qui sont issues d'autres pays qui finissent yo prend moun yo aller avec eux, yo prend moun yo rentrer ensemble avec eux. Donc c'est eux-mêmes qui a effectué type de vol ça. Donc là, quand on demande maintenant comment se fait-il que ces avions qui ne sont pas autorisés, ils disent non, pas jouer avec Moyo, pas de question, pas autorisé. D'ailleurs, l'État donne l'autorisation. C'est ce qui leur permet d'effectuer ces voyages. Puisque vous nous dites que l'État donne l'autorisation à ces compagnies, est-ce qu'on peut dire que c'est une situation que l'État est en train de régler ? Difficile de répondre à cette question. Par contre, il faut souligner que même sur le plan international, la question fait des débats. D'ailleurs, on se rappelle le Premier ministre Ariel Henry, il a participé à un sommet à Ottawa, le Canada, mais tout de suite après, il s'est rendu au Mexique. Pourquoi? D'après les informations recueillies, eh bien, c'est parce que le Premier ministre va prendre part à un autre sommet sur le développement, sur la migration, entre autres. Mais il va plaider surtout sur cette question, à savoir des investissements qui peuvent se faire sur le territoire national afin de permettre aux jeunes d'avoir la possibilité de bénéficier d'une meilleure vie, de ne pas laisser le pays en masse comme cette situation le provoque. Mais là, encore, il y a une autre question, c'est que depuis des années, on parle des investissements, on cherche des investisseurs pour venir investir en Haïti. On sait que la question est préoccupante et le Premier ministre n'est pas le premier à soulever ce débat, à s'interroger sur cette question. Il y a eu des présidents qui l'ont fait, il y a eu d'autres chefs d'État qui l'ont fait, mais jusqu'à présent, il y a un problème crucial, c'est que les investisseurs ne veulent pas venir en Haïti pour une seule raison, c'est l'insécurité. Alors, faut-il bien rétablir la sécurité avant même de parler d'investissement? Merci, Rodolphe. En effet, et juste avant de partir vraiment sur la question d'insécurité, c'est que quand on demande à ces jeunes, mais pourquoi vous voulez laisser le pays, la première réponse à la question, c'est l'insécurité. C'est que ces jeunes n'ont pas la possibilité de vivre réellement, parce que même si on fait des projets, même si on veut réussir, mais par rapport à l'insécurité, il est difficile de respecter, de se fixer, de se projeter un avenir. Voilà. Merci infiniment, Rodolphe. C'est le tout dernier. Merci beaucoup. Un plaisir. Notre collaborateur, Rodolphe Pierre-Louis, avec lui, nous avions parlé de la situation qui se développe au niveau de l'aéroport Toussaint Louverture, où plus d'une centaine de jeunes quittent le pays chaque jour pour le Nicaragua.
Autre nouvelle, la mairie de Delma annonce tout un train de mesures dans le but de lutter contre l'insalubrité au niveau de cette commune. Toute personne surprise en flagrant délit en train de déverser des détritus dans les rues sera passible d'une amende de 25 000 gourdes et de 15 jours d'emprisonnement, selon Freigens, maréchal du bureau de communication de la mairie. Tout le monde connaît la mairie Delma, réputée pour question la propreté. Et fort souvent, nous sommes capables de remarquer qu'il y a un petit problème de fatra qui a fait surface dans la commune Delma. Mais nous voulons faire nous connaître tout. La commune Delma, c'est une commune côté qui traverse par plusieurs autres communes. Par exemple, comme Tabar, Pétionville, Centre-Ville, pour nous traverser, c'est là nous faisons. Et puisque presque toute population connaît la commune Delma, c'est une commune qui a ramassé fatra, c'est un côté où utiliser tout pour jeter fatra. Que mon a sorti Pétionville, que mon a sorti dans Centre-Ville, ou soit dans Tabar et l'autre commune qui est tout près, moun yo souvent gen intention de jeter fatra dans Delma parce que connaît que la ramasser. Et là, mairie Delma vient gagner ça une surcharge. Et nous pas capable comme si mairie Delma pas en mesure pour répondre avec obligation, surtout nous sommes capables de rappeler nous mairie Delma a perdu une machine et compressif dans Delma 2, il perdu un lot dans Delma 75 et c'est des bagages qui étaient capables de servir comme handicap pour empêcher nous faire travail. Mais magistrat Wilson jeudi, c'est un citoyen qui pas jamais baisser les bras immédiatement qu'il décide pour l'avancer, l'a avancé. Et je ne dis pas, comme nous sommes capables de constater, il y a des mesures qui prennent et tant amende de 25 000 gourdes et 15 jours d'emprisonnement si toutefois nous avons surpris un monde à jeter fatra en dans la commune. Nous connaissons que mes yeux sont capables d'affecter plusieurs personnes, on a dit dans la population, mais l'ordre n'est pas surtout facile pour nous établir. Mais mairie Delma rentre dans une dynamique immédiatement que nous avons surpris. Il y a des gens qui ont jeté fatra, moun sa a gagné pour lui payer 25 000 gourdes comme amende et 15 jours d'emprisonnement. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une. La chef du BINU, Maria Isabel Salvador, demande au comité des sanctions de mettre rapidement à jour la liste des individus entités désignés par les experts. Elle a fait ces déclarations lors de son intervention ce lundi devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le chargé d'affaires AI des États-Unis en Haïti, Eric William Strohmayer, confirme le déploiement prochain en Haïti de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Le diplomate rappelle que cette mission ne viendra pas pour appuyer un leader politique ou un parti quelconque. Plus de 300 000 Haïtiens ont déjà quitté le pays en direction du Mexique, en passant par le Nicaragua. Ces chiffres ont été communiqués par une source fiable. En moyenne, une quinzaine de vols sont effectués chaque jour, toujours selon cette même source. C'est la fin de Metro News. Merci de votre fidélité. Restez sur la chaîne 52 pour la suite de la programmation. Bonsoir.